c'est un endroit où on va accompagner, donner des conseils pour réussir le lancement et la création et le développement de sa start-up, tout simplement. Voilà. Et en plus, on peut vous proposer un hébergement, c'est-à-dire un lieu de travail où vous allez pouvoir vous poser et vous enrichir de la présence aussi des autres start-up. C'est important, j'ai l'habitude de dire que vous apprenez beaucoup plus au contact des autres start-up que par nos propres conseils. C'est un accompagnement qui est gratuit? Oui, tout à fait. Chez nous, c'est gratuit. Quelle est la meilleure stratégie à mettre en place justement quand on crée sa start-up? Alors la stratégie, il y en a beaucoup. Moi, je commencerai par un conseil parce que c'est quelque chose que je trouve dommage et que je vois malheureusement de plus souvent arriver, c'est l'étude de marché qui est souvent incomplète. Or, c'est le démarrage un peu d'une innovation, c'est son positionnement, c'est trouver sa place dans un marché qui souvent est concurrentiel. Et souvent, l'étude de marché, elle est pas très aboutie, pas très fouillée. Et combien de personnes je vois arriver en disant « Je suis le seul à avoir trouvé cette idée, je suis le premier, il n'y a que moi qui ai eu cette idée. » C'est pas tout à fait vrai. Or, c'est pas un problème. Au contraire, c'est même plutôt un atout de savoir qu'il y a déjà des concurrents. Donc, ça veut dire que le marché est déjà mûr. Et puis, également, ça permet d'étudier ce que font les autres, d'avoir les chiffres, regarder comment ils s'y sont pris, leur stratégie, et trouver au mieux son propre positionnement, sa valeur, pour démarrer donc au mieux son business. Un autre conseil que tu vas me donner aussi, c'est qu'il faut savoir se vendre. Oui, il faut savoir se vendre, bien sûr. Il y a beaucoup de communication. Je ne vais pas empiéter sur le domaine d'Aurore, mais il faut savoir se vendre, il faut savoir intéresser les gens, il faut savoir bien communiquer pour capter l'attention du banquier, des financeurs en général, donc savoir se vendre et puis avoir de la passion. Pour se vendre, il faut que vous transmettiez en quelque sorte votre passion. Être entrepreneur, ça s'apprend un peu, mais il y a aussi un peu de vous qui doit transparaître dans votre projet. Et plus vous ferez parlerez de votre passion, de votre sujet avec passion, et mieux vous arriverez à convaincre des gens, des partenaires notamment. Avec Ilitech, vous êtes incubateur, vous suivez beaucoup de startups, 114 je crois l'année dernière, oui. Beaucoup dans le domaine du multimédia, énormément, près de la moitié. Oui, du digital, je préfère. Du digital. Quand 90% des dossiers, ouais, c'est du digital. Ouais. Le reste, c'est sciences de la vie, santé, et puis pas mal de sciences de l'ingénieur. Alors ça, c'est un fourre-tout, mais c'est photonique, laser, chimique, donc c'est des choses un petit peu techniques, innovantes, parce que Unitech, ça veut dire Université et Technologie. On va fêter nos 30 ans dans quelques années, ça a été créé par Alain Rousset, qui est président de la région Aquitaine aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'on a un petit peu d'expérience sur ce secteur-là, et à l'origine de notre création, c'était notre proximité avec les laboratoires et l'université. Est-ce qu'au fil des années, il y a des projets que tu as pu rencontrer, il y en a certains auxquels tu ne croyais pas beaucoup, qui finalement se sont révélés être de vrais succès, et puis inversement, des projets auxquels tu croyais et qui ont finalement mis la clé sous la porte? Ça, c'est la question piège. Oui, j'aime bien. Il est taquin. À chaque fois, je dois faire ma contrition. Oui, bien sûr. Alors, il y a des projets, moi, qui m'ont tenu particulièrement à cœur, que j'ai accompagné et qui ont malheureusement échoué, mais pas vraiment. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est Parking Facile, en fait, qui sont venus vraiment les premiers dans le secteur de mettre la mise à disposition de places de parking disponibles dans des lieux publics, de préférence chez les bailleurs sociaux, mais pas que, et qui ont été vraiment les premiers à ma connaissance à proposer ça, qui malheureusement ont échoué. Ils ont été rachetés par YesPark et tout va bien pour eux. C'est aussi un des messages que je dois vous livrer aujourd'hui. Entreprendre, c'est une aventure humaine. Vous ne perdrez pas votre temps à entreprendre et à monter votre business. Ce sont des rencontres formidables avec des gens formidables pendant un temps très intense qui vous prendront beaucoup d'énergie, mais c'est ça la création d'entreprise. Et donc ces gens-là ont rebondi, bien sûr, quand vous avez une expérience de 2-3 ans et malgré tout que vous êtes obligé de vendre votre société ou de passer à autre chose, vous rebondissez obligatoirement. Donc il y a Parking Facile, et puis après, oui, alors je reprends toujours cet exemple-là, Loisirs en chair, une des pépites de notre French Tech Bordeaux, donc la mise en vente aux enchères de produits de loisirs, enfin d'offres de loisirs. C'est vrai qu'au départ, moi, je n'y croyais pas trop. Mais
parce que c'était mon prisme, parce que c'était ma façon de juger les choses. Peut-être qu'Alexandre pourra en témoigner aussi. Chacun aussi a sa subjectivité dans la façon d'apprécier les projets, mais aussi dans l'accompagnement et le conseil que l'on peut donner. Il y a des choses auxquelles on croit et d'autres auxquelles on ne croit pas. Moi, personnellement, Loisirs en Cher, je n'y ai pas trop cru, je dois l'avouer. Et c'est tant mieux pour eux, évidemment, qu'ils réussissent aujourd'hui. L'incubateur, c'est quoi l'accompagnement? Quand tu parles d'accompagnement, on accompagne vers quoi? Nous, on voit un peu ce qu'on appelle le 360. Alors, c'est pas que du marketing, c'est quand même voir un peu les piliers essentiels de la création d'une entreprise. Donc, les aspects financiers, on va aller chercher de l'argent public quand vous y êtes éligible. Donc, un autre petit conseil, c'est d'avoir un petit peu d'argent quand même. On ne vous demande pas beaucoup, mais la collectivité vous donne 1 euro si vous-même vous mettez 1 euro de votre poche. En général, c'est du 50-50. C'est un petit peu la règle qui est de mise. On voit les aspects juridiques, les aspects réglementaires. Votre business, évidemment, est un problème de loi ou de réglementation qui va lui couper les ailes en plein vol. Les aspects RH, bien sûr. Alors au début, on commence souvent avec des stagiaires, bien entendu, et puis après, on commence à embaucher son premier salarié. Donc il y a des aspects quand même, il faut commencer déjà à se familiariser. Donc c'est le business model, bien sûr, plan de financement, donc tous ces aspects-là, on les balaye. Pour finir, c'est quoi les critères de réussite d'une start-up? Mon bon monsieur, si je le savais, je ne serais pas là. Ils voudraient savoir, ils aimeraient savoir justement. La magic sauce, comme on dit, du côté de la Californie. La magic sauce, moi j'ai pas trop la recette, mais voilà, c'est de l'enthousiasme, c'est de la passion, mais c'est de l'innovation avant tout. C'est un produit qui va être innovant. Alors, c'est pas qu'un produit innovant parce que vous inventez un truc qui sort des laboratoires, c'est aussi l'innovation de service et d'usage. Et qui va trouver son marché. Je loue mon camping-car qui est devenu Escapa et que je connais bien puisque je les ai accompagnés. Franchement, au départ, c'était un peu compliqué. La vente de location entre particuliers de camping-car, il y a 5 ans de ça, quand ils sont venus nous voir, il fallait quand même être un peu maboule pour se dire il y a un marché là-dessus. Et aujourd'hui, c'est une société avec 40 salariés et qui marche du feu de Dieu. Qui se développe en Espagne, au Danemark aussi. Oui, c'est ça. Ça mode la location des bateaux qui aussi a fait l'actualité récemment, qui a été racheté par un plus gros, mais qui continue quand même sous sa marque de sa note. Ils sont, sur les deux startups que tu viens de citer, ils sont 2 à chaque fois. Il vaut mieux être nombreux, il vaut mieux être plusieurs quand on crée. Oui, vraiment. Ouais, je vais laisser Alexandre aussi dire des choses là-dessus. On va l'avoir dans un instant, Alexandre. Mais ouais, vraiment. Et parce que, comme je l'ai dit, c'est une aventure humaine, entreprendre. Et être seul, c'est se prendre des portes, c'est se prendre vraiment des trucs dans la tête, c'est pas facile. Au jour le jour, au quotidien, c'est vraiment pas facile. Quand on est 2 déjà, on encaisse mieux cette pression-là. Et puis, il y a sans arrêt un échange qui doit se faire, un regard différent forcément avec votre partenaire, votre associé. Donc, et ce que l'on voit souvent auprès des financeurs aussi quand vous êtes en phase de lever des fonds, c'est une équipe. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre de vous dire ça, mais je vous assure que c'est dans l'équipe que l'investisseur va miser en premier. Pourquoi? Parce qu'on va miser sur votre capacité à être intelligent et à pivoter, à changer de cap, à changer un petit peu la stratégie et à faire que l'idée au départ, elle est bonne, il n'y a pas de souci, mais peut-être bien que le modèle économique n'est pas le bon, d'accord, au tout début. Et c'est normal, forcément, on est au premier stade de la réflexion. Et donc c'est sur votre capacité à analyser les choses et à s'adapter à votre environnement, avec des nouveaux partenaires qui arrivent, avec peut-être des nouveaux concurrents, que l'investisseur va croire en vous et va miser sur votre boîte. Premier conseil, donc quand on crée sa start-up, contacter un incubateur, c'est entièrement gratuit. Oui, alors c'est pas une obligation, mais voilà, les stats sont là pour dire que vous augmentez vos chances de réussite. Chez nous, c'est 86% des boîtes que nous avons accompagnées dans la création qui existent toujours, qui sont toujours vivantes. Merci Thierry. Tu restes avec nous parce qu'on aura des questions à te poser. On peut applaudir aussi Thierry pour tous ces conseils.
Et puis après avoir bien incubé, eh bien c'est le moment de foncer et d'accélérer. Alexandre Sutra, qui est l'accélérateur de start-up, event manager chez Emera, accélérateur donc de start-up. Alexandre, c'est quoi un accélérateur? Même question que l'incubateur. Qu'est-ce que tu permets aux nouvelles start-up? Oui, déjà bonjour à tous. Alors concrètement, en fait, un accélérateur, c'est une structure d'accompagnement qui intervient après l'incubation. C'est-à-dire que l'incubation, ça va être autour de la création de l'entreprise à partir de, on va dire, 1 an d'existence. Et un accélérateur, ça va vous aider à accélérer. Donc concrètement, 2 choses, ça va vous aider à commercialiser davantage et à structurer vos ventes. Deuxième point, ça peut vous aider aussi à lever des fonds si c'est nécessaire. Grosso modo, sur les 15 boîtes qu'on accompagne, c'est entre 1 et 3 ans d'existence déjà. Donc ce sont des boîtes qui font déjà du chiffre d'affaires et qui a une équipe constituée, bien évidemment, et qui commence à avoir un petit peu de traction, c'est-à-dire beaucoup de signaux positifs, beaucoup de voyants ouverts, on va dire, sur le tableau de bord, qui font que c'est le moment d'accélérer. C'est l'étape juste après celle de Thierry, juste après l'incubateur, on vient chez vous? Oui, effectivement, c'est à peu près ça. En fait, on est assez complémentaires justement de différents acteurs dans Bordeaux, dont Unitech. En fait, justement, les incubateurs font très bien ce boulot justement de structuration, mettent également en relation pour composer l'équipe. Ça, c'est hyper important justement de pouvoir aller à des événements pour rencontrer vos futurs associés. Et en fait, nous, on accompagne les projets un petit peu après, où on va leur apporter du conseil par des entrepreneurs, par des gens qui sont déjà passés par là. Voilà, on va dire, on va un petit peu coller aux fesses des entrepreneurs pour être sûr qu'ils vendent bien et qu'ils se développent bien. Mais vous n'accélérez pas tout le monde, vous avez en 3 ans étudié 350 dossiers, vous permettez d'accélérer les projets de 25 startups seulement. Pourquoi une telle sélection? Effectivement, on est assez sélectif pour plein de raisons. Déjà, en fait, on est une équipe réduite, on a aujourd'hui 15-20 mentors, alors ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est du temps, on va dire, passé à accompagner les startups. La deuxième chose, c'est que, en fait, c'est aussi une histoire de fit, c'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de boîtes qui veulent nous voir, ah oui, voilà, on a ça, et en fait, comme me disait un petit peu Thierry, on regarde la capacité à écouter les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent avec des croyances, avec leur dossier en disant, voilà ce que j'ai fait, je veux faire ça, voilà mes objectifs. Et nous, en fait, on vient un petit peu déstabiliser tout ça. On dit, alors attends, justement, non, nous, on pense que c'est pas les bons objectifs et on démolit un peu le projet, mais avec toujours bienveillance, en fait. Et en fonction du retour, en fonction de comment l'entrepreneur accepte les retours, et ben du coup, on peut l'accompagner, on peut bosser ensemble, en fait. Alexandre, parmi les services plus que vous proposez avec Emera, il y a le mentoring. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, le mentoring, c'est on voit chaque start-up physiquement une demi-journée par mois, où en fait on descend, on démolit le projet un peu. Je dis ce mot fort, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, on va challenger, on va boxer les entrepreneurs justement sur leurs choix, leurs chiffres, leurs décisions. Enfin voilà, tout ce qu'ils ont fait, on va les challenger. Et en fait, le mentoring, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des entrepreneurs qui ont entre 10 et 20 ans d'expérience en digital, qui sont déjà passés par ce parcours d'entrepreneurial, qui vont justement pouvoir partager leur expérience. Je reprends un exemple qu'évoquait hier Grégory Lefort, qui est le cofondateur d'Emera. Quand on a envie d'être boulanger, on va chez un boulanger pour apprendre à faire du pain. Et ben c'est pareil, si vous voulez créer une start-up, vous aurez tendance à vous diriger vers des entrepreneurs pour vous aider là-dedans. Un accélérateur aide aussi les startups dans leur levée de fonds. Vous les aidez aussi à négocier, parce qu'on va rentrer dans cette phase-là avec des clients importants, avec de gros clients. C'est quoi justement les clés pour négocier avec un gros client? Déjà, il faut se préparer. Ça, c'est bien évidemment, il faut répéter, il faut faire un super pitch, un super support slide, mais bien évidemment, ça, c'est juste 10% du boulot, puisque 90% du boulot, c'est le contact humain, c'est avoir une bonne répartie. Donc, en fait, on ne devient pas, sauf pour certains d'entre vous, je l'espère, qui sont peut-être business développeurs un peu en eux, mais ça c'est une vraie compétence, ce que disait Thierry, justement, à savoir se vendre, ça c'est primordial. Mais voilà, il faut bien évidemment se préparer, il faut faire beaucoup de rendez-vous. Alors avec des clients, mais pas que aussi, il faut réussir en fait à pitcher votre grand-mère, c'est ce que j'ai l'habitude de dire.
Parce que une fois que votre grand-mère a compris ce que vous faites, et ben du coup vous pouvez très facilement aller voir les clients. Donc beaucoup de préparation. Et puis tester son pitch peut-être aussi sur des clients qui sont moins gros ou voilà, sur une périphérie un peu plus lointaine que notre cœur de métier ou de cible en tout cas. Oui, enfin moi ce que tester son pitch. Exactement, tester son pitch. Et le parallèle que j'ai tendance à faire, c'est quand on apprend à faire du vélo, on fait du vélo tous les jours pendant un mois. Et ben pitcher, on va dire vendre, c'est ça en fait, c'est du test and learn. Que ce soit votre grand-mère, votre copine, vos amis, vos parents, il faut que tout le monde comprenne ce que vous fassiez et que tout le monde voit la valeur en fait. Et derrière, une fois que les gens ont vu la valeur, et ben vous allez pouvoir y coller un prix. Et là, vous rentrez dans le dur. Enfin, quel conseil est-ce que tu donnerais à nos jeunes créateurs qui ont envie d'intégrer justement un accélérateur? En fait, dans un premier temps, déjà effectivement, c'est peut-être avant d'aller voir un accélérateur, c'est effectivement se tourner vers des acteurs comme Unitech par exemple, pour justement un peu vous aider à structurer votre business. Mais il y a quelque chose que moi, c'est un conseil qui revient à chaque fois quand j'ai l'occasion de parler à des étudiants ou à des jeunes entrepreneurs, c'est de sortir. Sortez, allez pitcher dans tous les événements bordelais. Vous devez être des machines à pitch, dans le sens où, c'est un peu caricatural, mais dans le sens où vous devez toujours pitcher et aller défendre votre projet. Et encore une fois, comme je vous ai dit, au bout de 50 pitchs, 10 fois la personne va dire « Ah mais attends, mais ce point-là c'est pas clair ». Et comme ça vous allez faire évoluer votre pitch. Et en fait, il n'y a que en faisant, on va dire que vous allez réussir à avancer comme ça. Donc sortez, allez aux événements, networkez, rencontrez du monde et faites-vous challenger. Voilà. Et devenez des machines à pitch. On va garder ça, Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Après avoir vu les dispositifs qui s'ouvrent à vous pour développer votre startup, c'est le moment de penser à ce que votre boîte va vous rapporter et va vous coûter. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on crée sa startup? On va voir une banque, on va voir aussi un expert comptable. Régis Serrazin va me rejoindre, expert comptable, directeur du cabinet Serrazin Condillac Expertise. Alors, ça s'appelle Condillac Expertise. Condillac Expertise. Serrazin, c'est moi. Ah d'accord. Tu n'as pas mis le nom. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, oui, J'ai pensé coller le nom. Même devant, en gros, Serrazin. On va voir qui en premier, Régis? Eh ben, on va voir... la banque ou l'expert comptable d'abord? Normalement, l'expert comptable, parce qu'en fait, on va créer sa boîte. Donc, nous, on intervient dès la création. On a la chance d'être spécialisé, d'accompagner pas mal de startups et on a notre petite spécialisation dans la création d'entreprise. Donc, choix du statut, l'immatriculation, tout ça, on intervient souvent en premier. Mais déjà, on parle argent, il faut apporter forcément, il faut mettre de l'argent sur la table. Ouais, on va parler un peu. C'est un peu plus romantique que le pitch. Ouais, alors oui, effectivement, il faut un peu d'argent. Alors, c'est des fois très peu, comme l'a dit Thierry. On peut démarrer avec peu, mais il va falloir aller chercher. Bon, après, pourquoi? Parce que ça dépend de la définition qu'on a des startups, mais pour moi, une startup, c'est une boîte qui va nécessairement devoir avoir une forte croissance pour atteindre sa masse critique, son seuil de rentabilité. Donc, elle va devoir communiquer fortement, donc elle va devoir, comme on dit, cramer du cash, c'est-à-dire un besoin de trésorerie important, et probablement lever des fonds. Et pour lever des fonds, il faut avoir de l'attraction, des métriques, il faut avoir un peu de chiffre d'affaires, donc il faut avoir dépensé un peu d'argent. Où est-ce qu'on va trouver l'argent si on n'a pas de fonds propres? Je sais pas, à la banque. On ira juste après à la banque. On va chercher l'argent, on en amène un peu, il y a des financements publics, type BPI, French Tech, il y a pas mal de trucs qui existent dans le domaine de l'innovation, le financement d'innovation, voilà. La Love Money. La Love Money. La Love Money. Love. La Love Money, ce sont des associés en fait. Enfin, Love Money, moi je trouve que c'est un peu galvaudé, c'est un peu comme les business angels. Ça reste du business, c'est-à-dire que ce sont des gens, alors, peut-être des proches ou pas forcément. En tout cas, la Love Money, quand on dit Love Money, c'est une petite levée de fonds, une première levée de fonds d'amorçage auprès des proches. Donc on va convaincre des amis, la famille, voilà, et on va leur dire prenez quelques
quelque part dans ma boîte, parce que aujourd'hui ça vaut rien, mais demain ça vaudra beaucoup. Voilà. Mais pour convaincre, enfin, ça reste, même la Love Money, ça demande quand même d'avoir un projet structuré, à moins qu'on a un papa ou une maman ou une grand-mère très riche ou un tonton d'Amérique qui ne regarde pas une investie, mais en fait généralement ça reste des premiers investisseurs, donc ça demande d'avoir un projet structuré. Il y a des aides financières quand même pour les jeunes créateurs. Il en existe, hein? Oui, il y a des aides financières. Alors la première aide, moi j'ai l'habitude de dire que le premier capital risqueur en France c'est Pôle emploi. C'est-à-dire que Pôle emploi, on peut créer sa boîte, faire 1 million de chiffre d'affaires et avoir Pôle emploi. C'est-à-dire que, alors je caricature, c'est assez rare finalement. Mais voilà, on peut créer sa boîte et conserver son Pôle emploi pendant 2 ans si on a le droit à 2 ans. C'est quand même la première aide. Et après, il existe des prêts à taux zéro, en complément de prêt bancaire, il existe des prêts d'honneur. Voilà. On a parlé de la levée de fonds aussi. Tu peux en dire un petit peu quelques mots? Quel impact ça a pour le créateur de la start-up? Alors, la levée de fonds, c'est un peu comme les business angels, la love money. La levée de fonds, c'est nécessaire, enfin ça doit être un objectif quand il est nécessaire. C'est-à-dire que la levée de fonds, c'est pas un but de l'entreprise, c'est une contrainte nécessaire à sa croissance. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de lever des fonds, on ne lève pas de fonds. Enfin, et c'est très bien comme ça. Enfin, je vais donner un exemple, j'ai rencontré il y a 15 jours des étudiants qui viennent me voir pour créer leur boîte, pour créer leur start-up. Et en fait, au bout de 10 minutes, je me rends compte que c'est un resto. Et je dis, ouais, mais c'est un resto. Oui, mais non, c'est une start-up. Bon, elle me dit, mais c'est pas grave, c'est un resto. Un resto, c'est bien aussi. C'est pas grave, c'est un peu comme ça. C'est un peu la levée de fonds, c'est-à-dire qu'on va devoir aller chercher de l'argent qui n'est pas une dette, qui vont servir à financer de la trésorerie. Et les banques, en général, ne vont pas sur ce terrain-là, enfin, sauf erreur de ma part. Et donc, on va aller devoir chercher des investisseurs qui vont rentrer au capital. Donc, on vend une partie de sa boîte. Donc, ça va servir à accélérer, à chercher, à communiquer, à embaucher des gens, à développer son produit, etc. Mais quand on va chercher une levée de fonds, c'est qu'on n'a pas le choix, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'était la question. Si, c'est ça. Voilà, quel était l'impact pour le créateur? Il a un donc, peu les pieds et mains liés quand même. L'impact, souvent les investisseurs, les fonds d'investissement, souvent sont des entreprises. Sont des entreprises qui sont en général proches du secteur de la boîte dans laquelle elles vont investir, parce que ça les intéresse. Aujourd'hui, je sais pas, moi je pense dans l'immobilier, tout le monde cherche à numériser, à digitaliser son métier. Et donc, je pense à ça parce que j'en ai en tête, mais certains fonds d'investissement de promoteurs immobiliers achètent en partie, investissent dans des startups, aussi dans le but de digitaliser leur métier à eux. Donc il y a un rapport quand même avec le métier de base, souvent. Et donc ça veut dire qu'on fait rentrer aussi souvent des grosses boîtes dans son capital. Voilà. Donc ça a quand même un impact hyper important, ça demande de faire des reportings, ça demande de rendre des comptes à des investisseurs, à des associés. Quel conseil, Régis, tu donnerais justement à ces jeunes créateurs d'entreprises, de start-up, pour qui l'aspect financier est encore un peu flou? Moi, je pense que quand on crée une boîte, c'est pas des compétences qu'on va nécessairement demander à un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, quel qu'il soit, d'ailleurs start-upper ou boulanger, finalement, c'est sa capacité à prendre du recul, peut-être à gérer des gens. Alors évidemment, il doit avoir un peu de capacité technique, mais en général, si on regarde tous les grands chefs d'entreprise, ce ne sont pas nécessairement des techniciens, ni des financiers d'ailleurs. Et puis la partie ingénierie financière, ça s'apprend un peu sur le terrain. Moi, je trouve que les qualités communes des chefs d'entreprise qui réussissent, c'est souvent des gens qui ont une vision, qui ont un objectif très clair, et surtout une force de travail aussi, une capacité à convaincre. Et voilà, ce sont des gens quand même qui en général, travaillent énormément aussi. Il faut déjà penser chiffre d'affaires, il faut déjà penser à faire rentrer de l'argent dans la création. Oui, il faut penser client. C'est-à-dire
que focus client, souvent, qui sont nos clients, à qui on vend. Merci Régis, merci beaucoup. Après l'expert comptable, on va pousser la porte de la banque. Stéphane Cornillac, expert professionnel pour le Crédit Agricole d'Aquitaine. Stéphane Cornillac qui intervient sur toute la Nouvelle-Aquitaine mais qui est spécialisé sur le marché bordelais. Bonjour Stéphane. Bonjour. D'abord, il faut préciser que les banques ont bien senti l'opportunité d'accompagner des jeunes startups et réciproquement. Les jeunes créateurs d'entreprises sont bien contents de trouver une banque, qu'on puisse les accueillir. Et il faut savoir qu'ils trouvent auprès des banques justement déjà des dispositifs, que ce soit de l'hébergement, que ce soit des accélérateurs également. Vous avez notamment, alors, il y a plusieurs dispositifs dans presque toutes les banques, on va dire. Le Crédit Agricole d'Aquitaine propose, il y a des cafés de la création. Tu peux nous en dire un petit peu? Oui, tout à fait. Donc on organise différentes choses pour les créateurs d'entreprises et aussi pour les startups. Donc il y a entre autres les cafés de la création. Donc, je vous invite à taper sur internet café de la création, qui sont des cafés, donc soit le matin, soit le soir, où les créateurs d'entreprises peuvent rencontrer différents partenaires. Donc pas que des banquiers, pas du tout, des experts comptables, des juristes, des gens de l'NPE, des gens des incubateurs. Certains ici ont déjà participé à des cafés. Ça vous permet en quelques minutes de rencontrer un ensemble de professionnels. Et puis après, dans un second temps, vous pouvez aller plus loin. Ça vous permet aussi de pitcher. On en a fait un pour des étudiants il y a 15 jours à Talence. Certains ont pitché devant nous avec une autre personne qui est habituée, donc on commence à donner certains conseils. Ça vous permet vraiment en 1 heure, 2 heures de rencontrer, d'apprendre plein d'informations. Qu'est-ce qui fera qu'une banque prête de l'argent à une start-up plutôt qu'à une autre? Alors il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Tous les critères qui ont été cités précédemment, on les partage à 200%, pour être clair. Nous, nous ne sommes pas la banque, elle va financer une entreprise qui aura une capacité de remboursement. Donc nous ne sommes pas une capital risque. Il y a d'autres partenaires qui vont intervenir à ce niveau-là. Donc nous, on veut tout miser sur la réussite de la personne ou de l'équipe. Effectivement, ce qui fait, c'est bien sûr le côté innovant, le côté du projet, le modèle économique, le sérieux du business plan. Et si la personne est déjà en incubateur, on sait, d'ailleurs on travaille en partenariat avec Unitech et avec différents incubateurs, on sait qu'une start-up qui sera en incubation aura plus de chances de succès, donc du coup plus de chances de réussite. Donc moins de risques pour nous. Est-ce qu'on peut quand même obtenir un prêt, même sans un sou, juste en valorisant notre idée géniale? Alors je ne vous cache pas que ça va être très compliqué d'obtenir un prêt en venant juste avec une bonne idée. Mais aujourd'hui, tout ça commence à prendre de la maturation, donc on a beaucoup moins de demandes comme ça spontanées. Il faut au préalable passer par une étape, tout ce qu'on s'est dit auparavant. Donc la love money, ça peut être des fois du co-funding, ça peut être éventuellement des prix. Vous avez des personnes qui arrivent à avoir des prix d'innovation, des subventions. On est quand même, sur Bordeaux, c'est une ville très dynamique, il y a beaucoup de structures, beaucoup de solutions. Donc il faut aller déjà chercher tout ça avant d'aller voir son banquier. De plus, ça prouve que la personne est très motivée, va s'adapter, va chercher les informations, va se battre. Et ça, ce sont des critères de réussite par la suite. Donc c'est important aussi. Oui, tu disais que le marché, ça, est plus mature. On vient avec déjà un projet beaucoup plus structuré quand on vient demander les services d'une banque. Ouais, moi, personnellement, ça fait 4-5 ans que je rencontre des créateurs de start-up. Effectivement, ça a pris en maturation, mais depuis 5-6 ans, tout le monde a pris. C'est-à-dire, nous, les partenaires, on partage beaucoup entre nous et les porteurs de projets. En tant que banque, on ne peut pas analyser une start-up comme une boulangerie ou un boucher. Du coup, on a créé des comités spécifiques sur les startups avec des personnes qui sont plus habituées à ce type de projet. Et du coup, on n'a pas le même circuit de décision. On préfère, dès le départ, les accompagner, poser des vraies questions plus pertinentes, puisque tous les conseillers ne peuvent pas être formés, il ne faut pas se voiler la face sur ce sujet, ça ne représente pas une majorité de notre business. Donc les conseillers peuvent se diriger, peuvent s'appuyer sur des gens qui sont plus dans ce milieu, pour avoir des conseils et pour mieux vous répondre. Je leur dis, pour venir vous voir, il faut avoir déjà une bonne étude de marché, il faut déjà bien connaître... Voilà, nous, clairement, il faut déjà avoir effectivement une étude de marché, savoir comment avoir un modèle économique qui tient la route, donc au préalable avoir vu son comptable. Il ne faut pas arriver comme ça, voilà, c'est forcément trop tôt. Ça peut être une étape cruciale, ce passage à la banque. Quel conseil est-ce que tu donnerais justement, encore une fois, aux jeunes créateurs qui
qui vont venir s'attacher les services d'une banque? Alors, c'est une étape cruciale, on est quasiment incontournable, donc c'est une étape cruciale, ne serait-ce que pour domicilier vos comptes, même si vous n'empruntez pas de l'argent. Du coup, quel conseil? Je pense qu'il faut, quel que soit l'interlocuteur et quelle que soit la banque, ça c'est pas la question, il faut que la personne ait vraiment compris votre projet, c'est-à-dire que le conseiller que vous allez avoir en face de vous ait vraiment compris votre projet, et qu'il aussi, faut qu'il montre une certaine envie et un intérêt à votre projet. Si demain vous allez voir un banquier et qui vous lui demandez 10 000 €, il va vous donner 10 000 € comme ça parce que c'est dans sa délégation, après-demain, ça pourra vous poser des soucis. Merci Stéphane, merci beaucoup. Tu restes avec nous parce que je sais qu'on aura des questions justement à poser aux banquiers que tu représentes ici, mais tu ne penses pas forcément le terme expert professionnel en tout cas. Après le passage chez le banquier, on va aller chez le coiffeur, on va aller soigner son image, on va aller se faire un réseau. Aurore Vinzrich qui me rejoint, vous êtes à la tête d'une agence de communication, Madame de la Com. Ça fait sourire ça le coiffeur. Aurore Vinzrich, vous avez une longue expérience dans l'événementiel. Parce qu'on se tutoie, tu es spécialisé dans l'accompagnement des startups. C'est pas forcément ce à quoi on pense en premier quand on crée son entreprise. Pourtant, soigner son image, se faire un réseau, ça a une vraie importance. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit quand on vient monter sa startup. On se dit pas, je vais faire appel à une agence de com ou faire des RP, donc des relations presse. Et pourtant, c'est vraiment un point qui est essentiel parce que si vous, vous l'avez tous dit, mais si vous arrivez pour pitcher et que votre pitch est mal construit, qu'on ne comprend pas très bien ce que vous faites, si vous envoyez une présentation et que c'est pas forcément très soigné parce que le logo n'est pas très abouti, le nom de la boîte n'est pas forcément pareil, très abouti, en fait, vous n'envoyez pas une très bonne image et, mine de rien, c'est quand même le premier contact que vous avez avec votre interlocuteur. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément ce qu'on met dans ses top priorités quand on monte une start-up et pourtant, c'est le premier contact en fait, que vous allez établir avec l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Donc, ça reste quand même un point qu'il faut vraiment soigner et très souvent, on me dit mais en fait on n'a pas d'argent et donc on ne peut pas mettre de l'argent là-dedans parce qu'on n'a rien. Et en fait moi l'agence est vraiment spécialisée là-dedans, c'est dans l'accompagnement des startups. Donc il y a plein de petites astuces pour réussir à se créer un logo pas très cher, pour se faire des supports qui ressemblent à quelque chose et qui vont sauver les apparences au moins dans les premiers mois. Et puis après, sur le positionnement, ça a été pas mal dit, mais c'est vrai que tester son pitch auprès de quelqu'un qui ne connaît pas forcément votre métier, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et ça, argent ou pas argent, on a tous des gens autour de nous qui sont prêts à nous écouter quelques minutes pour parler de son projet. Donc c'est pas un argument qu'on peut soutenir très longtemps. Soigner son image, intégrer un réseau. Je voulais insister aussi sur l'importance évidente des réseaux sociaux. À mon sens, quand on crée sa start-up, il faut être sur LinkedIn par exemple. C'est un passage obligatoire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, il faut être sur les réseaux sociaux. Après, il faut bien les choisir. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai pas mal de clients qui se mettent sur 3 à 4 réseaux sociaux pour être un peu partout. Et finalement, ils n'ont pas le temps de s'en occuper parce que c'est très chronophage. Et en fait, c'est des comptes qui sont vides et inactifs. Donc, c'est pas très bien pour l'image. Il vaut mieux en sélectionner un ou deux. C'est déjà très bien. Que vous allez entretenir et sur lequel vous allez être actif plutôt que d'essayer d'ouvrir tout ce qui vous semble pertinent sur le moment et que vous n'allez pas pouvoir tenir. Il faut être assez clair et cohérent avec l'activité que vous avez sur un démarrage. Vous allez être un peu partout et vous allez être très sollicité. Donc ça ne sert à rien de se rajouter encore plus de pression. LinkedIn, c'est effectivement au niveau pro, en tout cas, celui que moi je vais conseiller pour déjà faire parler de vous, en fait, vous faire connaître vous en tant qu'entrepreneur. Ensuite, créer par exemple un compte LinkedIn pour sa boîte. Dans un premier temps, c'est pas forcément la top priorité. Faites-vous déjà connaître vous, faites grandir votre expérience, et puis quand vous allez réseauter, c'est aussi un moyen de vous mettre en contact avec la personne que vous allez avoir rencontrée ce soir-là ou dans cette journée. C'est vraiment, disons que la personne que vous allez rencontrer va se souvenir de votre visage, pas forcément du nom de la boîte que vous allez créer. Donc c'est essentiel d'avoir au moins LinkedIn pour avoir ce premier lien un peu plus, pour
prolonger l'échange. Soigner son image, c'est aussi soigner son image en interne, notamment avec la rédaction de mails, par exemple. Oui, carrément. En fait, sur la partie rédaction, alors on n'est pas, voilà, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui font plein de fautes et qui vont. Moi, j'ai plein de startups qui me disent mais je fais plein de fautes d'orthographe et voilà, depuis la toute petite enfance, je n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, on peut très bien y arriver en faisant plein de fautes. Après, c'est dans tous les supports de communication, toujours pareil, vous avez toujours quelqu'un sur votre route qui voudra bien relire vos supports, au moins soignez ça. C'est l'image que vous renvoyez. Donc si vous n'êtes pas un caïd de l'orthographe, trouvez autour de vous quelques gens qui vous aideront là-dessus. Vous n'êtes pas un caïd au niveau graphiste, il y a plein de supports comme Canva ou autres. Là-dessus, franchement, même si vous êtes nul là-dedans, vous rentrez votre texte et ça fait une mise en page qui est plutôt sympa. Donc il y a en fait plein de petites astuces pour juste sauver un minimum et vous permettre d'avancer et pas freiner. Parce qu'il y a aussi, je rencontre pas mal de startups qui se freinent parce que en fait, ils se font toute une montagne en fait, de tous ces petits éléments. Voilà, continuer à avancer sur les cartes de visite notamment. Il y a plein de gens qui me disent mais en fait quand je rencontre quelqu'un je me sens un peu bête parce que la personne me tend une carte de visite et moi j'en ai pas et en fait je me sens rien derrière, donc je trouve ça affreux comme remarque. Les cartes de visite, il y a des sites comme nous, MOO, je parle là-dedans, mais en fait, non pas encore, mais en fait quand vous allez sur ce site-là, on vous propose des designs déjà tout faits, qui sont hyper jolis. Vous avez juste à rentrer votre nom, alors vous n'avez pas le nom de la boîte, c'est pas très grave. Vous rentrez déjà vos coordonnées, vous imprimez ça, il y en a pour 30 € maximum si vous prenez la super dorure et le machin. Mais ça vous permet juste d'avoir ce support-là et de vous sentir un petit peu plus égal à la personne que vous allez rencontrer. Et voilà, quand vous rencontrez quelqu'un sur un cocktail ou sur un événement, vous prenez la carte, vous donnez aussi la vôtre. Et pour les liens sur LinkedIn ou autre, après, ça vous permet de faire un lien et de vous sentir un peu plus. Voilà, vous vous dites, ça y est, c'est lancé. Mon activité est lancée. Puis il y a plein d'astuces, il y a des blogs, il y a des tutos qui sont vraiment dédiés à ça, à se faire une image en tout cas. Comment on intègre un réseau? On sait que alors, Bordeaux fonctionne beaucoup par réseau. Il faut intégrer des réseaux. Comment ça marche? Comment on fait? Pour intégrer les réseaux, il faut sortir, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est sortir de son bureau. On a la tête sous l'eau, mais c'est pas très grave. Rajoutez-en. De toute façon, c'est la période où il ne faudra pas compter vos heures. Donc sortez. Hier, il y avait un gros événement organisé par French Tech. C'est ce type d'événement sur lequel il faut aller. Alors, je crois que vous étiez tous là, si j'ai bien compris. Vous avez compris. Mais c'est exactement le type d'événement sur lequel il faut aller. Et ce matin, là, quand même. Ils ont dit, putain, incroyable. Ah oui, il faut être là. En fait, c'est vraiment sortir et puis aussi passer un peu ce cap de mais je vais sortir, mais en fait, je connais personne, donc je vais rester dans mon coin et finalement, je vais repartir sans avoir pris le temps de rencontrer des gens. Alors, il y a cette option qui est possible, mais il y a aussi l'option de vous allez repérer un peu avant d'aller à l'événement quelques personnes, peut-être des personnes qui vont être sur scène, peut-être des personnes qui vont être dans l'assemblée. Il faut regarder sur les réseaux sociaux qui tweet, qui est actif, qui est présent. Et puis vous les cherchez. Et puis vous y allez un peu au culot avec votre super carte de visite que vous allez acheter chez nous. Et puis vous allez là-bas et vous allez à la rencontre de la personne, vous lui donnez votre carte et vous commencez à échanger. Des fois, sur le moment, on se sent un petit peu bête. Des fois, on se dit que ça va nous servir à rien, que la personne qu'on a en face, elle n'a rien à faire de notre projet. Peut-être, mais peut-être pas. Et surtout, si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Donc en fait, allez-y au culot, soyez pas lourdingue pour autant, mais donner une carte et dire bonjour et avoir un petit mot pour la personne, ça ne dérange jamais la personne. Et puis c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez pouvoir échanger un peu plus tard. Donc voilà, c'est vraiment commencer à constituer un réseau. Pas hésiter aussi à regarder dans tous les agendas qu'on a sur la French Tech ou autres, tous les événements qui peuvent être intéressants pour vous. Et puis c'est toujours après le même process, c'est aller sur place, regarder qui est présent, qui est actif sur les réseaux, regarder bien la tête de la personne, aller à sa rencontre, et puis voilà, ça se construit au fur et à mesure. L'importance de soigner son réseau, de soigner son image. Ça y est, notre start-up est créée, on va la lancer. On fait quoi en premier? C'est le moment de faire la soirée de lancement, ça y est, c'est parti? Mais pas du tout. En fait, très souvent,
vient me voir en me disant ça y est, j'ai monté ma boîte, donc on peut lancer les relations presse, on peut créer le gros événement pour annoncer tout ça. Et malheureusement, alors là, je fais toujours mal à l'ego des gens, mais en fait c'est juste pour leur bien en fait, que je leur dis ça, mais quand on organise une énorme fête alors qu'on n'est pas connu, en fait il n'y a pas grand monde. Et donc c'est affreux parce que ça coûte de l'argent et en fait on est super déçus. Les relations presse, c'est un peu pareil. Si vous lancez votre projet et que on rédige un communiqué de presse, qu'on envoie aux journalistes, mais en fait que vous avez par exemple juste ouvert une plateforme, vous avez bien fait votre site internet, vous sentez que vous allez avoir vos premiers clients, mais en fait les journalistes vont avoir besoin d'un peu plus. Donc en fait, même si on lance le communiqué de presse et qu'il y a un vrai intérêt pour votre sujet, très souvent les journalistes vont nous dire rappelez-nous dans quelques mois quand il y aura eu les premiers clients, quand on aura eu les premières expériences utilisateurs, pour avoir un peu de concret. Donc ça c'est un peu trop tôt. Et l'événement c'est pareil, si on annonce le lancement d'un nom de start-up qu'on ne connaît pas, en fait il y a tellement d'événements partout, il se passe tellement de choses partout, on est tellement sursollicité qu'on ne va pas se jeter dessus. Donc, en fait, c'est toujours attendre un peu, parfois c'est frustrant, mais en fait, les premières étapes, pour moi, pour la com, c'est déjà de travailler votre positionnement. Donc, comment est-ce que vous allez présenter votre startup de manière très courte, si vous avez que quelques secondes pour convaincre la personne, et puis c'est ce qu'on appelle le positionnement court, long, moyen. Donc, ces trois étapes-là sont vraiment importantes, c'est vraiment savoir vous présenter. Et pour moi, ça, c'est déjà la première partie. Après, il y a tout ce qui est identité graphique, donc avoir un logo qui vous satisfait. Il ne faut pas se braquer là-dessus et se dire, mais je parlais encore hier avec une start-up qui me disait, ça y est, j'ai obtenu pas mal de fonds, top, et je vais pouvoir investir cet argent-là dans tout ce qui est visibilité pour avoir un vrai logo qui me plaît, une belle identité graphique. Et la personne était prête à investir 30 000 € tout de suite pour mettre tout ce qu'il avait pour faire son logo et son identité graphique et son positionnement. Et en fait, je lui dis, mais fais pas ça, parce qu'en fait, tu auras ton logo, il va être super joli, tu vas être super fier, mais qui va le voir en fait à part toi. Et en fait, il vaut mieux que tu gardes de l'argent pour faire des actions marketing, pour diffuser, relayer, pour aller solliciter un peu les gens, plutôt que de mettre tout ton argent dans en gros une belle robe, mais en fait tu vas rester chez toi, donc ça sert à rien. Donc en gros, moi j'essaie toujours de sensibiliser à ça, allez-y étape par étape. Déjà, soignez votre positionnement, votre logo, mais avec des budgets qui peuvent être vraiment très limités. Il y a plein d'outils en ligne et il y a pas mal aussi de structures qui peuvent vous aider, vous accompagner sur un démarrage. Donc faites déjà ce petit pack de démarrage, lancez-vous et puis vous ferez grandir après votre marque avec vous, avec votre expérience, et puis plus vous allez avancer, et puis plus vous allez avoir envie de développer peut-être votre offre. Donc faites grandir votre offre et votre image avec vous, mais voilà, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas tout miser sur le démarrage. Une communication de base, efficace, combien ça coûte? Vous comptez combien? En fait, là je vais avoir du mal à donner des chiffres, mais disons qu'un logo, un pack sur une identité graphique, on peut s'en sortir pour 1 000 € avec quelque chose qui tient carrément la route. Après, sur des relations presse, pour 1 500 €, on a un communiqué de presse, un listing média qui tient la route, on a une agence qui peut vous faire ce premier travail-là. Sur le positionnement, ça dépend tous ces chiffres sont très aléatoires, mais vous pouvez, pareil, sur 1 000 € vous en sortir avec, c'est un petit budget, on n'est pas obligé de tout faire tout de suite, et une fois de plus, il y a très peu de startups en fait qui ont besoin de tout ça tout de suite. Il y en a qui vont être plus à l'aise sur la partie graphique et qui vont se débrouiller tout seuls là-dessus, ou qui vont avoir un copain d'un cousin qui va leur faire des parties. Mais ça reste des budgets qui sont quand même raisonnables, on n'est pas obligé de monter en fait très très haut pour avoir des choses qui font professionnels et qui sont vraiment professionnels. Après, juste un dernier petit point, mais sur les relations presse, là où, en fait, pour moi, c'est vraiment, et c'est pas parce que c'est mon métier, mais c'est vraiment un outil qui a une puissance incroyable. Quand vous avez un passage sur TF1, vous avez une exposition qui est maximale. Donc, c'est une vraie visibilité, c'est une vraie chance, en fait, de faire des... Après, moi, j'ai quelques expériences de start-up pour lesquelles on a eu des super reportages en TF1 sur M6, qui ont vraiment de la grande audience, qui derrière étaient hyper déçus. Parce que, comme d'habitude, le site a craché, et ça c'est normal. On attend tout ça, dès les premières secondes, on se dit quand est-ce que ça a craché, et en fait on est hyper content quand ça crache, parce que ça veut dire qu'il y a trop de monde dessus. Donc ça, tout va bien.
Mais derrière, en fait, les personnes n'avaient pas forcément d'outils de targeting, de choses comme ça. Et en fait, ils ont eu un coup de projecteur énorme. Donc voilà, ça a été très exposé. Et puis derrière, ils n'ont pas réussi à aller récupérer en fait, ces gens-là, toute cette audience qui était venue sur son site internet avant que ça crache. Ils n'ont pas réussi à les capter assez pour aller les rechercher ensuite. Et parfois, c'est sur des produits qui sont autour de 150-200 €. Donc pour du grand public, on ne se décide pas comme ça en regardant son JT de 20h sur TF1 à acheter un truc à 200 €. Donc en fait, on a besoin d'être retravaillé derrière. Et malheureusement, si vous mettez tout votre argent sur une agence RP qui vous donne un coup de projecteur énorme et que derrière vous n'avez pas les bonnes actions marketing pour aller rechercher cette audience-là, c'est un peu gâché. Donc en fait, moi, j'essaie toujours de mettre en garde là-dessus en disant quand on a son budget, il faut vraiment bien penser de manière globale pour envisager ces actions de com, de marketing qui sont très complémentaires, mais pour pas tout miser sur une des actions parce qu'on est un peu déçu au final. Merci Aurore, merci pour ces conseils. Je vous propose maintenant de prendre l'exemple d'une start-up qui est en plein essor, Winov, éditeur de solutions data pour les entreprises. Winov propose un tableau de bord de données aux entreprises qui cherchent une vision de leur marché ou la satisfaction de leurs clients. Emmanuel Cholet vient me rejoindre. Emmanuel Cholet est cofondateur de Winov. D'abord Emmanuel, ancien étudiant, est-ce que j'ai bon dans ma présentation de Winov? Oui. Oui, d'accord, ok. Bonjour à tous. Je te laisse nous expliquer. Donc nous, on est éditeur d'une solution qui permet tout simplement de se connecter sur les données des entreprises, quelles qu'elles soient, ça peut être du RH, la compta, ce qu'on veut, et de les faire parler sous forme de tableau de bord dynamique et interactif. Donc on ne répond pas à une question particulière, on répond à toutes questions qui sont dans les data de l'entreprise. Ça fait 6 ans que Winov existe. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau de l'évolution de la start-up? Aujourd'hui, on a fait les 6 ans il y a un mois. On est une dizaine de personnes. On est 12 salariés, puis ça varie un peu avec les stagiaires. Voilà. Aujourd'hui, je suis hyper content de ce que j'ai entendu parce que il y a 6 ans, il n'y avait pas autant de structures d'accompagnement et il n'y avait pas autant de savoir sur la création d'entreprise. On est passé par un certain nombre d'étapes. On n'a pas eu d'accélérateur, on n'a pas eu d'incubateur. Donc nous, on a travaillé dans notre coin à l'ancienne, dans le garage, avec 2 associés. Et quand on a voulu commencer à recruter, à grossir, on est allé dans une pépinière d'entreprise, la pépinière coopérative en l'occurrence. Et nous, on a commencé à créer la société quand on savait qu'on pouvait vendre et on a créé pour pouvoir facturer en fait. Donc c'était hyper important pour nous de dire on arrive avec un produit, on sait qu'il est vendable, vu qu'il faut qu'on le vende et on doit générer tout de suite du chiffre d'affaires. Je rebondis aussi sur le truc, effectivement, un des principaux financeurs qu'on a eu, nous, c'était Emblem. Effectivement, aussi, parce que moi j'ai fait pendant 2 ans les droits au chômage, j'étais partie de ma société pour pouvoir faire ça, donc j'ai pu avoir un maintien un petit peu d'un niveau de vie grâce à ça, et ça permet vraiment de financer. Donc pour ça, il ne faut pas être étudiant, il faut être salarié. J'ai une autre question. Non, tu peux continuer si... Ouais, mais je te demande de gagner. On va tous. Vous avez eu des difficultés quand même sur ces 6 années. C'était quoi les obstacles? Il y en a tout le temps en fait, encore aujourd'hui. Elle dépend juste de l'étape de maturité de l'entreprise. Une des premières choses à faire, à mon avis, quand on crée une entreprise, c'est pas être seul, déjà c'est plusieurs. Vraiment tout seul, je l'aurais pas fait, et avec un petit peu de recul, je dirais, il faut surtout pas le faire. Être seul, c'est très très compliqué. Et c'est très très bien dans une structure où il y a d'autres entreprises, parce que échanger quand on est à différentes phases de maturité, c'est hyper important. Parce que les autres entrepreneurs ont les mêmes problématiques, elles ont pu les passer avant nous aider, elles peuvent nous challenger. C'est vraiment indispensable d'être au contact de d'autres entrepreneurs. C'est vraiment un conseil très fort que je donne. Vous êtes 3, c'est ça? 3 associés? Oui. Ça implique quoi? Comment se passe du coup le partage des tâches ou les liens que vous pouvez avoir sur la société? Alors nous, on s'est associés à 3 informaticiens, donc on est parti avec le trio perdant dès le départ, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un commercial, il n'y avait pas un marketeur, il n'y avait pas... Voilà, on est vraiment parti sur un focus produit, technologie, et du coup on a dû se répartir en fonction des affinités personnelles.
Moi aujourd'hui, je ne fais plus du tout d'informatique au sens développement, hein, je m'occupe de la partie commercialisation des produits. Voilà, donc c'est au niveau des affinités et j'ai aussi des obligations, donc après, quand personne ne veut le prendre, il y a une répartition aléatoire ou. Si tu regardes sur les 6 dernières années depuis la création de la boîte, quel piège est-ce que tu nous dirais de pas, dans lequel on pourrait ne pas tomber, quels obstacles justement encore tu aurais pu, sur lesquels tu serais tombé, et quel retour d'expérience justement tu peux nous faire sur ces 6 années? Moi je conseille de ne pas forcément chercher de la levée de fonds, on en parle toujours et c'est toujours mis en avant un projecteur sur l'entreprise. Si c'est nécessaire, bien sûr, le faire, mais souvent c'est le but. Moi, j'ai fait une levée de fonds, tout va bien. Nous, on n'a pas fait de levée de fonds d'ouverture du capital, en tout cas. On a eu une levée de fonds institutionnelle de pays, régions et Aquitaine. Donc, c'est un mélange de prêts d'honneur, de subventions, de prêts sur la société. Il y a eu un peu de tout. Ça nous a permis de pouvoir lancer des recrutements de personnes qui sont dans la société, d'ailleurs. Nous, on est sur de la croissance organique, donc on veut vraiment que la société soit stable et qu'elle génère le chiffre d'affaires nécessaire à la vie de l'entreprise. Vous recrutez, vous êtes dans des phases de recrutement, c'est quoi les prochaines étapes pour Winov? Aujourd'hui, nous, on est en phase de stabilisation de l'entreprise. On est sur un gros chantier depuis 3 ans de machine learning, de prédiction automatique des données pour les entreprises. Ça nous prend pas mal d'énergie et c'est quelque chose qu'on va lancer en complément de notre produit. C'est la suite, en fait, on fait des tableaux de bord, on voit ce qu'il en est des data. On va voir un peu ce qui va se produire dans le futur, en tout cas augmenter la donnée. Et issu de ça, je pense que si on pouvait avoir des fonds illimités, on prendrait 50 data scientists pour nous aider à le développement. Mais bon, si on en prenait plus, peut-être qu'on maîtrise vraiment aussi le développement et on cramerait pas mal de cash. Parce que c'est souvent le problème aussi, dès qu'on a un peu d'argent, on a tendance à le dépenser. Dès le départ, pas forcément sur des choses qui vont rester dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'argent qu'on dépense quand on l'a et on a peut-être dû mettre de choses. Tu disais, il y a 6 ans, il n'y a pas forcément tous ces dispositifs-là. Ça a l'air plus facile aujourd'hui de créer sa start-up. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce qu'il y a plus de personnes avec qui échanger, il y a plus de structures, il y a plus d'événements. Les banquiers sont quand même beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui aussi, il faut le dire. Ça risque d'être soutenu sur la section de créance, des choses comme ça. Il y a une époque, si on n'avait pas de machine physique à pouvoir donner, c'était compliqué. Puis même les entreprises, nous on a la chance de travailler avec pas mal de grosses entreprises, avec Enedis, avec EDF, l'aviation civile, Auchan, etc. Et aujourd'hui, ils ont un regard même intéressé sur les startups, ce qui n'était pas forcément fait il y a 6 ans. Ouais, c'est génial, on fait du digital, vous allez voir. Et aujourd'hui, ils sont des domaines de la veille naturelle sur les startups. Donc je pense que c'est en tout cas confortable aujourd'hui de pouvoir le faire. Merci Emmanuel, tu restes avec nous parce qu'on aura aussi des questions au public, on a des questions à poser. Et je vous propose de découvrir à présent une toute jeune start-up. Elle a été lancée cette année, Start Voices. Elle a fait ses classes ici à Digital Campus puisque son fondateur est un ancien élève d'ici. Il a concrétisé son DC Start. Alors, Romain Serdic, d'abord, ça vous fait quoi de revenir ici? C'est sympa. De l'autre côté, du côté de l'expérience. Ouais, c'est vrai que du côté de la barrière, c'est différent, mais c'est bien. Il y a un bel auditoire, content, quelques têtes connues avec qui on a travaillé ensemble, donc c'est cool de tous vous revoir. Tu peux nous présenter Start Voices? Ouais, en fait, Start Voices, c'est né du DC Start, où on est parti d'un duo perdant, nous aussi, parce qu'on avait les 2 compétences, expériences métiers qui sont le e-commerce et donc le management et la gestion de projet de mon côté. Start Voices, c'est un outil d'aide à la décision pour les PME du e-commerce grâce à de l'IA et l'analyse de données poussée. Aujourd'hui, il y a dans ce qu'on appelle une PME, c'est un e-commerce qui fait pour nous notre cœur de cible entre 1 et 10 millions de chiffres d'affaires. Donc par an, ça peut paraître énorme et pourtant il y a beaucoup de sociétés qui sont dans ce giron-là et qui n'ont pas forcément des budgets mensuels à mettre dans des solutions d'IA ou d'analyse de 1000, 2000 euros par mois. Il y a des solutions qui existent, même sur Bordeaux localement, qui coûtent très cher pour ces sociétés, donc elles ne s'en équipent pas, parce qu'en plus elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les compétences, et financièrement c'est compliqué. Donc on se place sur cet angle d'attaque marché un peu innovant, mais pas innovant dans la technologie, puisque
Aujourd'hui, on fait de l'analyse des clients grâce à l'IA, on fait des dashboards d'analytics, on en parlera après. Et on propose un outil de veille automatisé, donc ce que le fait le e-commerçant, ce que vous peut-être faites dans vos stages ou vos contrats pro quand vous venez, et je suis passé par là aussi, donc je vous le dis, faire du pricing, donc de la veille sur les prix toute la journée avec un tableur Excel, c'est absolument pas sexy pour personne. Et nous, on automatise tout ça grâce à l'IA, qui est l'intelligence artificielle, bien sûr. On permet aux e-commerçants, on implique en fait d'avoir, c'est ni plus ni moins que l'état de santé de son marché vis-à-vis de sa concurrence. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Start Voices? Il y a quoi, ça a démarré en février? Oui, officiellement on est matriculé depuis février et on est chez Incubator, donc, qui est dans les locaux de Sud-Ouest, dans le 4e étage, avec une magnifique vue sur toute la Garonne. Donc c'est un beau cadre de travail, une belle émulation. Ça fait un petit peu moins d'un an qu'on est officiellement sorti. Et donc on est en phase de développement, on est en phase de bêta testing déjà avec des e-commerce qui sont plus ou moins grosse taille. Le but, là je rebondis sur ce qu'ont dit précédemment les intervenants, mais la première chose qu'en fait on a fait quand on est sorti de l'école, c'est aller se renseigner pour aller voir un incubateur, tout simplement. Aujourd'hui, on n'est jamais assez rassuré que par ses pairs, les gens qui sont plantés avant nous, qui se sont dit voilà, par exemple, j'ai vu telle personne, elle m'a aidé, elle m'a confronté justement aux réalités des marchés, parce que c'est vrai, quand on sort de l'école, on n'a pas forcément le temps toujours de faire une étude de marché vraiment très approfondie. Et on s'est rendu compte que la valeur ajoutée qu'on avait dans notre DC Start et quand on a pitché, vous allez faire après devant un jury, aujourd'hui, avoir les deux pieds dans le marché, c'est pas du tout la même chose. Et on se confronte aujourd'hui à des e-commerçants, on est en face de nous et on vend le produit, on est là, clairement le séduire, et on prend parfois des baffes. C'est important d'être accompagné, avoir des mentors, c'est aussi important, et des gens qui sont passés par là avant vous. Donc pour l'instant, on est en phase de développement et il y a une première brique qu'on va sortir début d'année prochaine, officiellement. En pleine phase de développement, c'est quoi les difficultés du quotidien? Se lever déjà. Aller au boulot sans les gilets jaunes, c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Sans ça, quand on est arrivé, en fait, on a la chance d'avoir eu une croissance assez forte dès le début, c'est-à-dire qu'on n'a même pas un an d'existence. On ne génère pas de chiffre d'affaires puisqu'on est en bêta testing et on sort déjà des salaires parce qu'on a 2 contrats pro. On a un stagiaire qui va arriver et c'est assez compliqué parfois à expliquer que voilà, en fait, il n'habite pas de l'argent au final, parce que nous on n'a pas fait de levée de fonds, mais dire qu'on engage, parce que son contrat pro c'est un salarié comme un autre. Et la difficulté c'est de dire demain est-ce que je le paye. C'est de se dire voilà, il faut sortir de l'attraction, se dire voilà, c'est sortir des KPI par rapport aux tests qu'on fait actuellement et aller séduire des boîtes plus grosses, notamment Cdiscount par exemple, qui sont là aussi. On a eu la chance de les avoir en appui quand on était à l'école sur leurs compétences métiers et leur expertise qu'ils avaient sur le marché. Pour nous dire voilà, tel giron n'est pas bon à prendre ou là il y a trop d'acteurs sur ce marché-là. Donc, la difficulté, je pense que elle est d'asseoir vraiment sa légitimité sur le marché parce qu'on n'est pas les seuls sur le droit de faire ça. Et chaque boîte qui arrive, forcément, on dit voilà, on n'est pas les premiers à avoir eu cette idée, il y en a plein qui le font. On le fait différemment et on l'amène différemment. La difficulté, c'est de vendre en fait et de se sentir légitime sur le marché. Pour ceux qui s'apprêtent à lancer leur start-up aussi, est-ce que tu peux nous donner un conseil d'ami, un conseil d'ancienne étudiante qui essuie les plâtres un petit peu? Quel conseil tu peux nous donner? Je reviendrai au premier conseil, c'est vraiment de s'accompagner et de ne pas partir tout seul. Même si il faut faire vraiment le choix de son équipe dès le départ. Comme je disais, c'est un ancien camarade de classe avec lequel j'ai monté la société. On s'est associé très rapidement avec un ingénieur. On travaille dans l'IA et on ne peut pas faire un développement quand on est tous les deux marketeurs ou un commercial et un marketeur, c'est pas possible. On ne peut pas monter en compétence sur un an, c'est clairement impossible. Donc le premier conseil, c'est de bien s'entourer et surtout de démarrer une société, mais au moins minimum en binôme. Et un binôme complémentaire, parce que pour être transparent avec vous, on s'est vu fermer beaucoup de portes au départ quand on n'était que 2, parce que justement c'est un projet qui est essentiellement technique. Et quand vous n'avez pas la fibre technique, vous avez peu d'expérience en technique, les incubateurs ou même les banquiers ou mettre des freins parce que justement le projet, au final, si vous restez que 2 et que vous n'avez pas les compétences métiers, malheureusement c'est vous à l'échec. Donc entourez-vous bien en ciblant bien vos compétences métiers et surtout ce que vous allez proposer. Si on était resté qu'à 2, malheureusement le projet n'aura jamais vu le jour. Donc c'est bien s'accompagner.
Et je suis sûr que les autres experts sont d'accord avec ça. L'échec aussi fait partie de l'aventure. Hein. L'idée, c'est de rebondir à chaque fois. Ouais, prendre des vestes, comme on dit. Hein. C'est un peu notre quotidien où on disait être un serial pitcher, c'est important aussi parce que ça permet de mettre en lumière certains points que on a été dans le guidon tout le temps, donc parfois on ne comprend pas trop pourquoi les personnes sont pas trop réceptives en face ou ne comprennent pas. Il y a aussi besoin, on est quand même dans quelque chose de très technique et je pense que Emmanuel me rejoindra, on a besoin de vulgariser ce qu'on explique puisqu'on travaille dans le machine learning, les réseaux de neurones, l'IA, donc généralement c'est le besoin qu'on lance sur la table et les acteurs qu'on a en face de nous ont du mal à comprendre. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on a plus de facilité à entreprendre parce qu'on a des oreilles attentives et qui connaissent mieux la dématérialisation. On n'a pas forcément toujours besoin d'un produit physique, mais c'est important d'avoir un auditoire en face de soi qui est réceptif, qui comprend surtout ce qu'on dit. C'est Sébastien vient de me glisser que vous avez embauché aussi un étudiant d'ici. Oui, on a fait notre marché directement à l'école en fait. Et, il est passé par 6 mois de stage en premier et c'était la première vraie dépense. Et, c'est compliqué de mettre même un stage, hein, c'est compliqué parce qu'on génère pas de chiffre d'affaires, donc c'est que des fonds propres. Et voilà, il a donné satisfaction. Et du coup, on signe un contrat pour la rentrée et c'est autant une preuve de confiance pour nous parce qu'il s'était donné au final. C'est important de se sentir intégré dans un projet sur une start-up aussi start que nous. On n'avait pas 4 mois d'existence quand on l'a embauché. Clairement, quelqu'un qui vient pour dire voilà, je viens juste pour prendre de l'argent et rien d'autre, c'est compliqué parce que au-delà d'avoir un stage, c'est mettre à disposition des compétences, bien entendu, mais c'est s'inscrire dans le projet de la société. En plus, on est avec les patrons, bien sûr. On a la chance d'être relativement jeune, donc on s'entend bien. Merci Romain pour ce retour de jeune expérience. On va donc entendre les témoins et tous nos experts dans la création de start-up. Alors on a retenu plusieurs conseils, être des machines à pitch, savoir bien s'entourer, voilà, et puis partir plutôt, voilà, être plutôt plusieurs en tout cas dans cette aventure. Oui, j'ai retenu là. Et sortir aussi. Sortez beaucoup, hein, voilà ce qu'on a pu retenir. Je vais vous laisser maintenant nos experts entre vos mains. Vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions concernant vos projets de création d'entreprise. On a une petite demi-heure de questions-réponses. N'hésitez pas, je vais venir parmi vous. Si vous avez des questions, vous levez juste la main et je vous lance le micro. Est-ce que vous avez des questions pour nos experts ? On n'a pas de questions. Une chocolatine pour la première question. Il y a le moment devant. Tu peux me dire ton prénom et ton cursus ? Ah oui, avec le service. Voilà, Régis. Je fais des tours pour la petite collation. Du coup, je m'appelle Lucas, je suis en Master 2 à Digital Campus. Moi, j'ai une question. Quand on se fait incuber, quand on rentre dans un accélérateur, est-ce que c'est vraiment gratuit ? Thierry, c'est pour Thierry, ça. Voilà. Et la petite astérix. C'est presque gratuit. Ça vous coûtera une adhésion à 150 € par an. Pas mal. Et si vous êtes au stade de l'incubation, le poste de travail vous est vraiment offert. Voilà. Aujourd'hui, c'est nos conditions. Je ne dis pas que ce sera le cas demain, mais c'est presque gratuit, vraiment. Quand tu dis le poste de travail vous sera offert, c'est-à-dire que c'est l'hébergement, tu parles de l'hébergement. Oui, c'est l'hébergement, c'est un espace de coworking qu'on a aujourd'hui à la Cité Numérique, en l'occurrence, hein, le nouveau bâtiment de la French Tech Bordeaux qui a ouvert boulevard Jean-Jacques Bosque à Bègles, 27 000 m² dédiés aux entreprises du numérique, énorme. 1500, 2000 personnes viendront travailler là dans un an, puisqu'on a ouvert une première tranche et que ça va s'ouvrir au fur et à mesure. Donc c'est ces conditions-là qu'on vous offre. Ouais. Tu peux juste, effectivement, parce que nous on a un business model un petit peu différent chez Emera. En fait, les entrepreneurs avec lesquels on bosse, chaque start-up nous rétrocède 5% de capital. Donc en fait, il n'y a pas de cash à sortir dans l'immédiat. Nous, on va passer du temps. En fait,
c'est vraiment un pari en fait qu'on fait sur chaque startup. Et en gros, on passe du temps, qu'elles grossissent, que les chiffres avancent bien, évoluent bien, qu'ils recrutent les bonnes personnes. Et voilà. Et l'accompagnement n'est pas délimité dans le temps, puisque Emera devient en fait associé minoritaire à hauteur de 5%. Et du coup, c'est pas 6 mois, 12 mois, non, c'est comme un mariage en fait. C'est un petit peu comme un associé. C'est une relation de très long terme. On est gratuit parce qu'on est financé par la collectivité. Le Conseil régional d'Aquitaine est notre principal financeur de notre association. La structure Unitech, c'est une association. Et si on peut proposer ces services-là, c'est parce qu'on est subventionné par principalement le Conseil régional et également la métropole. Ceci implique cela, bien sûr. Vous êtes l'un des principaux incubateurs de la région bordelaise avec Unitech. Il y avait d'autres mains qui s'étaient levées par là. Ah, c'était pour la chocolatine peut-être en fait, c'est ça. Moi, j'avais si quelqu'un a une question. J'avais une question, est-ce qu'on peut partir seul? Parce qu'on dit, voilà, oui, il faut s'associer, tout ça. Est-ce qu'on peut partir seul? Je mets le micro pour répondre. Est-ce qu'on se ferme des portes? Est-ce que... Régis? Oui, on peut partir seul, enfin, ça dépend ce qu'on fait, mais on peut être associé unique. C'est par exemple une SAS, c'est une société avec plusieurs associés, et une SASU, c'est une société, c'est la même société avec un seul associé. Donc, techniquement, on peut. Après, c'est encore. Ça dépend ce qu'on fait. Enfin. Mais on a la sensation, après vous avoir tous entendu, que les portes se ferment. Alors, moi, je serais moins catégorique sur les entrepreneurs qu'on accompagne. Alors, souvent, les gens qui sont associés, c'est le discours qu'ils ont. En général, ils disent heureusement que je suis associé. Après, moi, j'ai d'autres cas où les gens sont seuls et ça se passe très très bien aussi. Donc, après, ça demande quand même de recruter. Ça demande, souvent, les salariés montent en compétences, peut-être s'associent demain, mais il n'y a pas de règle, hein, moi, je pense. Stéphane. Oui, on peut éventuellement accompagner des gérants seuls, sauf que souvent, vu que vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences, ça va vous obliger à dépenser plus. Donc du coup, et puisque vous êtes dépendant de tiers, et donc quelquefois, je sais qu'il y a des partenaires qui travaillent avec une rémunération postérieure ou des choses comme ça, mais forcément, je pense que quelqu'un qui part seul ne peut pas tout connaître, c'est pas possible. Et moi, quelqu'un qui me dit qu'il sait tout faire, déjà, va me faire un petit peu peur du coup. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes et que vous faites aussi des formations. Donc du coup, je pense que ça va demander beaucoup plus de cash. Je ne sais pas si... concret. Oui, c'est vrai que quand on dirige une entreprise, des compétences, il en faut un paquet. D'ailleurs, on les a sûrement pas au démarrage. Elles viennent au fur et à mesure, mais bon, il y a la compta, il y a du social, il y a la facturation, il y a le recouvrement, c'est beaucoup d'aspects. Seul, c'est faisable, mais c'est dur. C'est très très dur. Vous étiez 3 informaticiens en même temps. C'est d'autant plus dur. Parce qu'un bon informaticien, vous avez appris du coup sur le tard? Oui, bien sûr, on n'a pas le choix. De toute façon, on doit déclarer la TVA tous les mois, on doit faire des feuilles de paye, on doit faire un bilan, on doit gérer. Enfin, je dis ça, mais il y en a des aspects comme ça, il y en a pétants. C'est très très chronophage et si on peut se répartir, c'est bien parce qu'il y en a un qui peut avoir une bonne idée, avoir la motivation, il faut switcher des méthodes qui peuvent prendre. Oui, seul c'est faisable, mais voilà, après, comme tout, c'est dur. Et bien s'entourer, Romain, alors tu disais, voilà, il faut bien s'entourer, plutôt avec des personnes compatibles d'un point de vue du caractère. Oui, j'imagine, enfin voilà, ça peut, pour éviter les clashs. Ouais, après des clashs, on